Bonjour, aujourd'hui on va voir les cavités cardiaques. On connaît, le cœur fonctionne comme deux pompes, deux, qui sont séparées par une cloison médiane. La pompe droite reçoit le sang désoxygéné et l'amène au poumon, tandis que la pompe gauche qui reçoit le sang oxygéné des poumons l'envoie dans la circulation générale. Donc, chaque pompe est formée d'un atrium et d'un ventricule. Les atriums reçoivent le sang qui arrive au cœur, ayant donc une paroi fine, alors que la paroi des ventricules est épaisse pour pomper le sang hors du cœur. Et comme il faut beaucoup plus de force pour envoyer le sang dans la circulation générale que dans les poumons, le cœur gauche et surtout le ventricule gauche est plus musclé que le droit. Bon, commençons avec l'atrium droit. Donc, la veine cave supérieure se draine dans la partie, draine la partie atrium droit. Excusez-moi. Bon, donc, en position anatomique. Le bord droit du cœur est formé par l'atrium droit. Cette cavité fait aussi partie de la portion droite de la face antérieure du cœur. Le sang qui revient de l'atrium droit passe par trois vaisseaux, les veines caves supérieures et inférieures et le sinus coronaire qui draine le sang cardiaque. La veine cave supérieure se draine dans la partie supéro-postérieure de l'atrium droit, tandis que la veine cave inférieure et le sinus coronaire se draine dans la partie inféro-postérieure de ce même atrium. À partir de l'atrium droit, le sang va passer dans le ventricule droit par l'intermédiaire de l'ostium atrioventriculaire droit. Cet orifice est orienté vers l'avant et médialement est fermé par les contractions du ventricule par la valve tricuspide. L'intérieur de l'atrium droit est divisé en deux espaces continus. Alors, sur la face externe, donc non pas well, puisqu'on a ouvert l'atrium et qu'on ne voit que l'intérieur. Sur la face externe, cette séparation est marquée par un sillon peu profond, le sulcus terminalis de His, Powell. Les sillons se voient au niveau externe, maintenant nous sommes au niveau interne. Alors, ce sulcus terminalis qui va donc s'étendre du bord droit de l'orifice de la veine cave supérieure au bord droit de l'orifice de la veine cave inférieure. Étant en dedans, entrer en dedans que sur la face interne, cette division est marquée par la crête terminalis. OK? Donc, c'est tout ça qu'on a crête terminalis. OK? Bonne lisse musculaire qui commence sur le toit de l'atrium. Juste en face de l'ostium de la veine cave supérieure, mais qui va commencer. Et se prolonge vers le bas. Et on vient là. Et se va donc se prolonger vers le bas sur la paroi latérale jusqu'au niveau de l'ostium de la veine cave inférieure. Donc, on vient ici la crête terminale.
un petit genre compliqué sur le schéma, mais tu as supposé le plus bien si vous avez un cœur en main. Donc, l'espace en arrière, la pointe du cœur est en avant, donc l'espace, cet espace en arrière de la crête terminale est le sinus, c'est-à-dire la dilatation, sinus, des veines caves. Il s'agit d'un reliquat embryologique de la corne droite du sinus veineux. Cette partie de l'atrium droit possède une paroi lisse et fine. Okay, nous pas qu'à voir soin dans là, parce que si on regarde soin dans là, après que la paroi est lisse et fine, les deux veines caves se drainent dans cet espace. OK? Donc, un espace postérieur et un espace antérieur. Ces deux espaces-là sont limités par la crête terminale, encore dit crista terminalis. Donc, l'espace antérieur de la crête, on dit ça, qui justement, il inclut l'auricule droit, qui va se retrouver en avant de la haute ascendante. Okay, est souvent décrit comme l'atrium à proprement parler. Cette terminologie est fondée sur l'origine embryologique primitive de l'atrium. Ses parois sont couvertes de stries appelées les muscles pectinés qui se déploient à partir de la crête terminale, ici, qui se déploient à partir de la crête terminale comme des dents d'un peigne. Ces stries se retrouvent aussi dans l'auricule à droite, qui est une poche musculaire en forme d'oreille. Okay? Dans la partie inférieure de l'atrium droit se trouve l'ostium du sinus coronaire, pardon, l'ostium de la veine cave inférieure, et de fins replis, ici, de fins replis de tissus dérivés des valves du sinus veineux embryologique sont associés justement à ces veines et vont former la valvule du sinus coronaire, ici, et la valvule de la veine cave inférieure. Pendant le développement de l'embryon, la valve de la veine cave inférieure contribue au passage direct du sang oxygéné à travers le foramen ovale jusque dans l'atrium gauche. Le septum tout ça, c'est le septum interatrial, sépare l'atrium droit de l'atrium gauche. Ce septum est orienté vers l'avant et vers la droite parce que l'atrium gauche est situé plus en arrière et à gauche que l'atrium droit, de par l'orientation du cœur. Okay? Une dépression est clairement visible dans le septum, juste au-dessus de l'orifice de la veine cave inférieure. Il s'agit de la fosse ovale dont le rebord proéminent forme le limbe de la fosse ovale. OK? Le rebord est proéminent et forme le limbe de la fosse ovale, qui est une structure importante de la circulation fœtale. Le foramen ovale permet au sang oxygéné passant par la veine cave inférieure et l'atrium d'entrer dans l'atrium gauche, ainsi de court-circuiter les poumons qui, on le sait, époque ça ne sert à rien puisque ils ne sont pas fonctionnels avant la naissance. Enfin, on retrouve un nombre important de petites veines qui ne sont pas montrées sur ce schéma. OK? Les foramina cordis minimia ou bien encore les ostiums des petites veines cardiaques qui s'ouvrent dans les parois de l'atrium. Ces petites veines drainent le sang du myocarde directement dans l'atrium.
Faisant suite à l'atrium droit, nous avons l'atrium gauche. Nous avons par exemple le ventricule. On a le ventricule droit. Alors, en position anatomique, le ventricule droit forme une grande partie de la face intérieure du cœur et une partie de la face diaphragmatique. L'atrium droit se trouve à droite du ventricule droit et le ventricule droit se trouve devant et à gauche de l'ostium atrio-ventriculaire droit. Le sang entre dans le ventricule droit en venant de l'atrium droit et en suivant une direction horizontale et vers l'avant. Le sang qui permet, la zone qui permet l'injection du sang et qui l'amène dans l'artère pulmonaire constitue ici un truc en forme de cône qu'on va appeler l'infundibulum pulmonaire. Cette zone présente des parois lisses et est dérivée du tube cardiaque embryonnaire. La zone du ventricule droit qui reçoit le sang, donc ici, donc on voit bien que le ventricule droit, il contient deux parties, la partie qui reçoit le sang qui est horizontale et la partie qui va permettre d'éjecter, la chambre d'éjection du sang qui est une paroi lisse. Donc on est maintenant dans cette partie. Donc la zone du ventricule droit qui reçoit le sang possède de nombreuses structures musculaires qu'on appelle les trabicules. Et ces trabicules charnues, elles sont attachées à la paroi du ventricule par leurs deux extrémités. OK? Donc, les trabicules là, première extrémité qui est attachée à la paroi, deuxième extrémité qui est attachée à la paroi. Donc, elles forment des crêtes ou encore des ponts musculaires. Cependant, un petit nombre de trabicules, donc là, et un petit peu là. OK? Cependant, un petit nombre de trabicules charnus, qu'on va appeler des muscles papillaires, n'ont qu'une seule insertion sur la surface du ventricule. On pointe qui m'a ici, mais l'autre là, l'autre extrémité, sert d'insertion à des tendons en forme de corde fibreuse qu'on appelle les cordages tendineux. Il relie les piliers musculaires au bord libre de la valve ventricuspide. Il existe 3 muscles papillaires dans le ventricule droit. Leur nom est déterminé par leur position sur la paroi du ventricule droit. OK? Donc, on a les muscles papillaires antérieurs, postérieurs et septal. Le muscle papillaire antérieur, ici, est formé d'une ou deux ou trois structures. Donc là, on en a deux. OK? Avec quelques cordages tendineux qui naissent directement de la paroi du ventricule. Bon, là, je ne vais pas montrer ça. Puisque le muscle papillaire septal, ici, est le plus inconstant. Il peut être atrophié ou absent. Ainsi, ça va naître directement, les cordages tendineux peuvent venir directement de la paroi septale. Ensuite, nous avons le muscle papillaire postérieur, OK, qui lui aussi, OK, il peut être formé de 2 ou 3 structures. Donc, nous avons le muscle postérieur, là, on a montré qu'il est formé de 2 structures. OK, le muscle papillaire antérieur est le plus grand. Donc, le muscle papillaire, c'est tout ça. Et ce n'est pas type pointe ça seulement, c'est tous les deux types pointes là qui forment là-dedans. Les muscles papillaires. Donc, une trabécule simple spécialisée, qu'on va appeler la trabécule septo-marginale ou encore bande
modératrice. Elle forme un pont qui va relier elle forme la portion basse du septum interventriculaire, ici, à la base du muscle papillaire antérieur. Donc, on voit bien le pont. La trabécule septo-marginale porte une partie du tissu cardioconnecteur qui est le système de conduction cardiaque. OK? Et quelle est cette partie? C'est la branche droite du faisceau atrioventriculaire vers la paroi antérieure du ventricule droit. Maintenant, entre les deux, on va retrouver la valve tricuspide. OK? Donc, l'ostium atrio, ici, l'ostium atrioventriculaire droit est fermé pendant la contraction ventriculaire par la fameuse valve tricuspide, valve encore appelée valve atrioventriculaire droite, ainsi nommée car elle est habituellement formée de 3 cuspides. OK? Bon, on ne voit pas bien la base ici, mais la base de chaque cuspide est fermée par un anneau fibreux qui forme justement le squelette du cœur que l'on verra dans une prochaine vidéo. Donc, la base de chaque cuspide est fermement fixée à un anneau fibreux qui entoure l'ostium atrioventriculaire. Cet anneau fibreux contribue au maintien de l'ouverture de l'orifice. Les cuspides sont en continuité l'une avec l'autre par le base au niveau des commissures. Donc, les commissures vont séparer les cuspides entre elles. Donc, nous avons 3 cuspides. La cuspide antérieure, ce n'est pas évident. Donc là, on peut imaginer que nous avons la commissure, donc la cuspide antérieure, la cuspide septale, qui finit ici, et là, nous avons la cuspide postérieure. Donc, elles sont en rapport avec leur position relative dans le ventricule droit. Les bords libres des cuspides, comme on l'avait vu, les bords libres, comme nous avons la base et le bord libre, les bords libres sont attachés au cordage tendineux qui proviennent des extrémités des muscles papillaires. Donc, au cours du remplissage du ventricule droit, la valve tricuspide est ouverte et les 3 cuspides basculent alors dans le ventricule droit. Sans la présence d'un mécanisme de protection, lorsque la paroi musculaire du ventricule se contracte, les cuspides de la valve pourraient être forcés et retournés vers le haut sous l'effet de la pression du flux sanguin et le sang serait alors propulsé à contre-courant dans l'atrium droit. La contraction des muscles papillaires attachés aux cuspides par les cordages tendineux prévient le retournement des cuspides vers l'atrium droit. Par leur simple présence, les muscles papillaires et les cordages tendineux maintiennent les valvules fermées au cours de la puissante et intense modification de taille du ventricule qui survient lors de la contraction. De plus, les cordages tendineux issus des deux muscles papillaires s'attachent à chaque cuspide. Voilà. Cette fermeture étanche de la valve tricuspide conduit le sang à quitter le ventricule pour s'engager dans le tronc pulmonaire. Donc, une nécrose des muscles papillaires faisant suite, par exemple, à un infarctus du myocarde peut provoquer un prolapsus de la valve concernée. Et à ce moment-là, on va parler d'insuffisance de la tricuspide. Au niveau de l'artère pulmonaire, on va retrouver aussi une structure qui va empêcher le reflux sanguin, qui est la valve pulmonaire. Elle se trouve donc au sommet de l'espèce de cône d'injection qu'on appelle l'infantibulum. Et
On va donc, cette valve pulmonaire, elle va être formée de 3 valvules qui vont déterminer un espace vide qu'on appelle le sinus pulmonaire. Le bord libre de ces valvules ont un épaississement qu'on appelle le nodule et une partie plus mince qui est la lunule. OK? Donc, lors du relâchement du ventricule, ceci va provoquer la fermeture de la valve pulmonaire et le sang va venir gonfler les sinus. Donc, nous avons, ces valves sont au nombre de 3, donc nous avons la gauche, l'intérieure et la droite. Du côté gauche maintenant, on va retrouver les mêmes structures, OK? Sauf que au niveau de l'atrium gauche, on va retrouver la valve du foramen ovale. On a retrouvé la même structure de l'autre côté, sauf qu'à gauche, nous avons une valve qui justement ferme ce foramen, même si il n'est pas obstrué complètement à la naissance. OK, la pression qui est supérieure au niveau de l'atrium gauche va donc fermer cette valve et le sang ne pourra pas refluer dans l'atrium droit. Donc, on aura bien les deux espaces, mais ils ne sont pas aussi évidents que dans l'atrium droit parce qu'on ne va pas avoir la fameuse crête qui sépare les deux. Ensuite, le ventricule gauche, lui-même, il a une valve mitrale. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle mitrale? Parce que ça ressemble au mitre que les évêques mettaient sur leur tête. Bon, il faut vraiment avoir de l'imagination. Et on va retrouver les mêmes structures que au niveau droit avec les muscles papillaires qui vont avoir une partie à la paroi et un bord libre pour les cordons. Donc, vous voyez, on retrouve les mêmes structures, sauf qu'il n'y a que 2 valves de ce côté-là. Voilà, c'était tout pour les cavités cardiaques. Donc, on se reverra pour la prochaine vidéo. Merci bien et au revoir.